Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être aussi nombreuses et nombreux, tant en présentiel qu'en distanciel. C'est effectivement, on va bien s'amuser, vous allez voir. Nous allons ouvrir ce summit mondial de la NPAS ici à Paris par un orateur qui suscite souvent, très souvent, toujours un enthousiasme non seulement humain mais aussi scientifique, qui travaille partout dans le monde, vous verrez. Alors j'ai pris quelques notes pour vous le présenter parce que ça vaut la peine d'avoir un peu un profil plus précis. Il s'agit du professeur Stephen Lorace, qui est neurologue, reconnu dans le monde entier comme un médecin et un chercheur de premier plan dans le domaine de la conscience humaine. En plus de 25 ans, il a étudié la neuroplasticité à l'aide de techniques de neuroimagerie et de neuromodulation. Avec son équipe, le professeur Lorace a publié plus de 560 articles scientifiques sur le fonctionnement de notre cerveau et est l'auteur de 6 livres populaires à succès, adaptés dans 17 langues. Il est fondateur et directeur du Centre Cerveau de l'hôpital universitaire de Liège, en Belgique, fondateur du Coma Science Group, directeur d'unité de recherche de conscience GIGA à l'université de Liège, et professeur invité au Cerveau Brain Center, l'université Laval au Canada et à la Harvard Medical School à Boston. Il est également coordinateur et co-directeur, fondateur de l'Institut international de la conscience de Hangzhou en Chine et neurologue en chef chez Trames à Amsterdam et Anvers. Expertscape, qui est une organisation qui classe les experts médicaux, parmi les neurologues de renommée mondiale au cours des 10 dernières années. Le Dr Lorace a reçu le prix de l'Académie européenne de neurologie, de l'Académie européenne des sciences, de la Société allemande Max Planck, de la Société américaine des neurosciences cognitives. Avec son équipe et ses collaborateurs, qui sont très nombreux partout dans le monde, il a étudié et publié sur le fonctionnement cérébral de moines bouddhistes, tels que Mathieu Ricard, qu'on connaît bien ici en France, traducteur du Dalai Lama, d'athlètes de haut niveau, par exemple le champion du monde de plongée en apnée Guillaume Néry, d'astronautes, d'entrepreneurs, en utilisant de la haute neurotechnologie pour mesurer l'effet de la méditation, de l'hypnose, de la transe, du rêve, même des psychédéliques, et le pouvoir de l'esprit humain. Il est promoteur de la médecine complémentaire fondée sur des preuves et du bien-être animal, durable. Il est co-signataire de la déclaration de Cambridge sur la conscience animale et défenseur du bien-être animal. Le professeur Stephen Lorace, qui nous fait le plaisir, l'honneur et l'amitié d'être ici présent, neurologue de renommée et titulaire de la chaîne d'excellence en recherche au Canada sur la neuroplasticité à l'Université de Laval, ainsi que cofondateur des cliniques NeuroBrain de neuromodulation à Anvers, nous propose à l'ouverture du Summit de la Non-Pharmacological Intervention Society, ici à Paris, une conférence interactive sur la façon dont les neurosciences intégratives peuvent ouvrir la voie à des soins de santé mentale durable. En tant que directeur de l'unité conjointe des recherches internationales sur la neuroplasticité à l'Université de Laval et à Liège, le Dr Lorace fait le lien entre les neurosciences avancées et les approches holistiques de la santé mentale, en mettant l'accent sur la résilience biologique et psychologique. Dans son allocution, il présentera des découvertes scientifiques sur les approches non pharmacologiques de la santé mentale, en mettant l'accent sur des techniques telles que la réduction du stress, la méditation, la pleine conscience, l'hypnose, l'optimisation du sommeil. Il explorera aussi comment les modifications du mode de vie, y compris les meilleures habitudes de sommeil, l'activité physique et les changements alimentaires, peuvent améliorer la santé du cerveau et renforcer la neuroplasticité, c'est-à-dire la remarquable capacité du cerveau à se réorganiser et à s'adapter. En outre, la conférence mettra en évidence le rôle des techniques de neuromodulation non invasives, telles que la stimulation, je dirais, psychologique ou stéréotaxique, magnétique ou autre, dont il discutera dans les domaines de la neurologie, de la psychiatrie, de la neuroréadaptation. Et vous savez que toutes ces thérapies avancées sont capables de moduler les circuits neuronaux impliqués dans la régulation des émotions, de l'humeur, de la cognition. Le professeur Lorace et son équipe préconisent un changement transformateur dans les soins de santé, dans la même mouvance que l'NPS, un changement qui intègre ces interventions technologiques de pointe à un modèle participatif
où les patients et les citoyens jouent un rôle actif dans la gestion de leur propre bien-être mental. En donnant aux individus des outils tels que des techniques de réduction du stress pouvant favoriser une nouvelle ère de la médecine, une ère qui donne la priorité à la prévention, aux soins centrés sur le patient et à la durabilité à long terme de la santé mentale. Ce cadre, qui est un cadre intégratif, que nous prônons toutes et tous, soutient une vision de la médecine complémentaire où les dernières avancées en matière de recherche médicale et de neuroplasticité sont combinées à des pratiques telles que la méditation et l'hypnose médicale. Enfin, l'approche du professeur Loreis vise donc à fusionner des connaissances médicales hautement spécialisées avec une compréhension holistique de la connexion corps et esprit pour finalement se diriger vers un avenir où les soins de santé mentale sont à la fois technologiquement sophistiqués et profondément personnalisés, avec le patient toujours au centre. J'invite notre ami de la NPS, le professeur Steven Loreis, qui va nous parler de The Integrative Neuroscience for Sustainable Mental Health, The Role of Meditation in Medicine, peut-être en français si j'ai bien compris, ou en anglais, c'est comme il le désire. Merci, Steven. Merci beaucoup. Comment allez-vous? C'est une question très importante. C'est comme ça qu'on commence pour les soignants ici nos consultations. Et c'est aussi une question qu'il faudrait se poser à soi-même. Comment est-ce que je vais là, dans ce formidable lieu? Et c'est de ça qu'on va parler. Et encore, grand merci pour cette introduction qui est vraiment pas bien pour mon ego. Comme neurologue, ma passion, c'est de comprendre et quelque part ce grand mystère, notre conscience humaine, nos pensées, nos perceptions, nos émotions. Et donc, en effet, ça fait un bout de temps maintenant qu'on utilise toutes ces machines possibles imaginaires pour essayer de objectivement quantifier moi je suis neurologue, donc mon organe favori, je l'ai avec moi ici, c'est une impression 3D de mon propre cerveau. C'est un peu exhibitionniste, hein. Heureusement je ne suis pas urologue. Et donc ça c'est ce que vous connaissez, ces cellules d'ailleurs. Si je vous demande, hein, on va le faire un peu interactif, il y a combien de cellules là dans votre matière grise, si vous les comptez? Allez, les amis de la NIPS, combien est-ce qu'on a des neurones dans notre matière grise? 100 milliards, qui dit plus, qui dit moins? On pensait longtemps, c'est un chiffre qu'on a entendu beaucoup, et comme ce qui est beau en science, c'est que finalement, on va vérifier. Il y a un scientifique qui a commencé à compter. Maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est évidemment plus facile. Et vraiment, dans la matière grise, il y en a moins, parce qu'on aime être le plus gros, hein, plus que tous les autres animaux. Ben non, on n'a pas le plus grand cerveau. Et ce nombre-là est important. C'est un grand chiffre, 16 milliards. Ben, c'est moins que le déficit national de la Belgique. Donc j'espère que ce n'est pas tellement. Parce que la vraie force, elle n'est pas là, en fait. Si je vous demande qu'est-ce qui est typique de ce neurone, si vous le regardez avec un microscope et vous le comparez à toutes les autres cellules dans votre corps, qu'est-ce qui différencie cette cellule nerveuse, là, dans la matière grise, de toutes les autres cellules de votre corps? Ouais. Ça se connecte. Un neurone parle et connecté à des milliers, des dizaines de milliers d'autres neurones. Et donc c'est ça, la force, ça c'est des milliers de milliards de synapses, de connexions. Le premier qui l'a vu, il va recevoir le prix Nobel, c'est Ramón y Cajal, vous le voyez là, avec son... Et donc la neuroplasticité, c'est ça. C'est comment
à l'intérieur de cette matière grise, et on peut maintenant le montrer. Ça, c'est une IRM de mon cerveau, la première qu'on a fait avec la machine au Québec, qui montre ces grandes autoroutes, ces connexions. Les couleurs montrent l'orientation de ces fibres, ces câbles qui assurent qu'il y a une connexion entre les deux hémisphères, entre les différentes parties de ce cerveau, et c'est ça qui fait qu'on peut apprendre. Si on va retenir quelque chose de ces 3 jours qu'on est ici, eh bien, ça va changer ces milliards de synapses. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, une vision beaucoup plus dynamique de ce cerveau qui change en permanence, pas uniquement quand on est nouveau-né ou enfant. Et notre domaine d'expertise, c'est justement comment cette neuroplasticité est importante pour récupérer. On a beaucoup étudié le coma après un trauma crânien. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un TEDx, Shake it and you break it, hein, les commotions, les traumas crâniens qui vont justement casser ces connexions, et donc le défi d'accompagner les patients qui souffrent de ces troubles neurologiques post-traumatiques, mais aussi dans, je dirais, toutes les maladies en neurologie, en psychiatrie, en neuroéducation. La neuroplasticité, elle est très importante, et en amenant des outils où on va accompagner ces personnes avec des robots qui permettent de stimuler cette neuroplasticité. Vous le voyez là, des personnes qui ont eu des paralysies très importantes, qui arrivent à remarcher avec des exosquelettes, et où on va aussi, et on peut discuter si c'est une intervention non pharmacologique, certes, mais elle ne fait pas vraiment partie du programme, avec la neuromodulation non invasive, comme avec des aimants, la TMS, ou avec, comme vous le voyez sur la photo, la TDCS, c'est une stimulation à courant continu transcrânien. On peut aussi stimuler cette neuroplasticité. Je suis convaincu qu'on va voir plus de ça dans les années à venir, où on amenant à nouveau plus que des médicaments pour aider des patients qui souffrent de maladies du cerveau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans une série de cliniques, y compris celle que j'ai cofondée. Alors, tout au début de ma carrière, donc là, on est fin des années 80, 90, 90, comme on dit chez moi, j'étudiais le cerveau du rat et comment il change, comment il s'adapte. Là, c'était un protocole de douleur, de stress. Et c'était ici, à Paris justement, que je présentais pour la première fois comme médecin les résultats de nos recherches. Et je stressais à mort. J'avais tellement peur que, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, quand on est stressé? On prend un médicament. J'ai pris un bêta-bloquant, puis un deuxième, je pense même un troisième. J'ai vécu une décorporation tellement j'étais dans une neurochimie particulière. Et donc, j'ai beaucoup appris de cette première expérience à faire une présentation, à gérer le stress, et évidemment, pas nécessairement avec ces médicaments. Médicaments que, comme médecin, on nous a appris à prescrire, et c'est très, très important qu'on les a, mais il y a tellement d'autres outils à mettre en œuvre, et c'est justement ici le sujet de cette conférence. Et on sait maintenant que, là, c'était une situation de stress aigu, mais si c'est trop longtemps, un stress chronique, eh bien, il est neurotoxique. Il va changer la structure même de ce cerveau. On l'avait vu avec le Covid. Le Covid, c'était un énorme défi, beaucoup d'incertitudes. Le cerveau a difficile à gérer l'incertitude, et donc on commence à s'imaginer des scénarios catastrophes. Et on a observé, par exemple, avec notre labo et plein d'autres labos, que cette période où on a dû interrompre nos acquisitions, quand on a repris les études, eh bien, il y avait des différences. Il y a des différences dans le cerveau de ces volontaires qu'on incluait dans nos études. L'hippocampe,
qui est une structure importante. Ici, dans le cortex temporal à l'intérieur, vous avez cette structure-là. Elle était plus petite à cause de cet impact énorme qu'a eu la crise Covid. Et donc, le fait que je suis stressé de manière chronique va changer mon cerveau, va faire que je réagis encore plus à une situation stressante, et donc là, ça peut être une spirale négative, un cercle vicieux. C'est une forme de neuroplasticité négative qui va impacter ma capacité à me concentrer, à garder le focus. Ça va me rendre encore plus anxieux, émotionnellement instable, me donner des troubles de sommeil qui vont encore aggraver. Et donc là, ça peut me donner jusqu'à l'épuisement, le burn-out, l'anxiété chronique, dépression, jusqu'au suicide. Et la bonne nouvelle, évidemment, c'est que, eh bien, on peut inverser cette spirale. Et donc, ce dont vous parlez, ces techniques qu'on n'a probablement pas assez appris, la méditation, mais pas uniquement, l'activité physique, ce qu'on mange, vont impacter notre bien-être mental. Et à nouveau, la première fois que je l'ai vécu personnellement, j'étais jeune étudiant en médecine et j'avais une copine, on vivait ensemble, et puis un jour, j'avais une verrue au pied, et puis 2, et puis 3, et puis là, il y avait plein de verrues, et ma dermatologue qui les brûlait, elle disait, ben là c'est plus possible, quoi. Il y a plus de pieds. Je ne pouvais plus partir quand je quittais sa consultation, et puis j'ai pris une décision, j'ai quitté ma copine, et j'avais plus de verrues. Alors, en science, c'est difficile de dire est-ce qu'il y a un lien causal, hein? Mais je me suis quand même, comme jeune médecin en formation, intéressé à cette littérature. Et oui, c'est bien connu, les médecins qui travaillent, à l'époque, on avait le service militaire obligatoire, et donc on avait ces jeunes qui soudainement étaient quand même dans une situation différente, stressés, et on voyait plus en fait c'est une infection virale, et donc ce lien entre mon bien-être mental, le stress et le système immunitaire, il est complexe, mais bien réel, et donc il y a une série de papiers qui montrent comment on peut, sans dire évidemment que si on tombe malade, c'est ta faute, hein, t'es trop stressé, bien sûr que non, mais il y a quand même des choses à faire à côté d'une médecine hyper spécialisée, hyper technologique, et ça c'est de donner un rôle plus central, plus actif aux citoyens. Après, le stress, il fait partie de la vie, hein. On a, avec cette évolution, ces millions d'années où la vie s'est adaptée à cette petite planète bleue, la capacité à gérer le stress. C'était très important dans notre survie. Vous savez, il y a le système autonome avec le système orthosympathique, hein, vous connaissez, ce qui me permet de m'enfuir ou de me battre si je suis confronté à un animal sauvage. Donc ce système orthosympathique qui va augmenter ma fréquence cardiaque, ma pression artérielle, les hormones de stress, cortisol, noradrénaline, je me prépare au combat ou à la fuite. Donc c'est important de pouvoir gérer le stress, ça fait partie de la vie et des choses qui nous arrivent, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et là aussi, il y a toute une série d'études. D'ailleurs, j'ai aussi commencé ma carrière avec toujours ce pauvre rat, où on regardait comment une ischémie, donc un manque d'apport sanguin, d'oxygène, pouvait pas, si c'était dans un contexte un peu comme le corps, s'il y a un priming, comme on l'appelle, peut permettre au corps d'être mieux préparé en cas d'un infarct, par exemple, et c'est la même chose. On a étudié, il y a des mécanismes comme ça où, c'est un exemple extrême, on peut apprendre à gérer le stress, et Gianni l'a déjà mentionné, on a étudié
des grands champions. Donc ça, c'est Guillaume Néry. Lui, son défi, c'est de survivre sans respirer, à plus de 100 mètres sous l'eau. Et donc là aussi, on voit ses capacités à s'adapter, à pousser cette frontière. Donc le stress, il n'est pas nécessairement négatif, et donc depuis lors, depuis cette fameuse présentation ici à Paris au Congrès international de la douleur, j'ai appris comment gérer mes émotions et à être dans une phase qu'on appelle de eustress. Donc j'ai depuis lors fait beaucoup de conférences. Pour nous, le grand summum en neurosciences, c'est le Society for Neuroscience, c'est plus de 10 000 personnes. J'ai pu donner conférence en présentiel et je n'ai pas dû prendre des bêta-bloquants cette fois-là, où je peux me mettre dans ma bulle et faire mes petits exercices. Et d'ailleurs, je vous invite, on va le faire ensemble pendant cette présentation. Donc, si on est juste trop somnolent, ça ne va pas aller. Si on est trop stressé, ça ne va pas aller. Donc c'est une courbe en U inversée où l'idée, c'est de trouver ce qui, pour moi, est la situation optimale pour être pleinement focalisé, concentré. C'est ce qu'on appelle aussi le flow, ce moment où tout semble aller sans que je dois faire trop d'efforts. Et pour ça, donc, il n'y a pas que des pilules. Je pense que le défi pour nous médecins, c'est de peut-être ne pas prescrire trop vite, que ce soit en France, en Belgique, au Québec. On consomme beaucoup de médicaments, de calmants, d'antidépresseurs, de somnifères, et un défi alors aussi, c'est de sevrer ces personnes âgées qui ont parfois des très longues listes de médicaments avec des effets secondaires. Donc je crois beaucoup dans une médecine complémentaire où on va utiliser ces médicaments quand c'est nécessaire. Quand je suis aux urgences, il y a un enfant avec une méningite, on ne discute pas, on utilise les antibiotiques et vite, ou l'enfant il va mourir. On ne se rend pas compte comment ces connaissances en médecine et ces soignants qui sont là, ici, aux hôpitaux de Paris, 24/7, sauvent nos vies. On les apprécie, oui, quand c'est une crise Covid, on va applaudir et puis après on oublie. C'est un métier très très important, il faut continuer à investir dans un bon système de santé et en même temps, on a peut-être oublié de donner un rôle plus central, plus actif au patient qui lui aussi, je le vois, mes consultations, mes téléconsultations, est parfois un peu déçu. Ils viennent me voir parce qu'ils ne dorment pas. Et quand ils quittent la consultation sans somnifère, il dit ça ne va pas, quoi. Aidez-moi, faites quelque chose. On a une attitude un peu trop passive où on subit, on avale une pilule. Et il n'y a pas de happy pills. Une pilule pour être heureux, ça n'existe pas. On l'a vu avec, au début, le Prozac aux États-Unis. Là, tout le monde prenait un happy pill. On ne peut pas être super happy tout le temps. Il y a des choses qui nous arrivent. Et donc, c'est aussi apprendre comment gérer ces moments plus difficiles, le creux de la vague qui dure jamais pour toujours. Comment se reconnecter avec mon ressenti, ma première question. Comment est-ce que vous allez? Et comment est-ce qu'on interagit? Que ça soit comme soignant à l'hôpital, dans notre métier, dans notre société. C'est à nouveau des soft skills qu'on n'a pas nécessairement appris à l'école, les autres écoles, les universités. Je pense que ça devrait faire partie du cursus obligatoire. Ici en France, en Belgique, en Europe, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a des cours d'éducation physique. À l'école, il y a un prof qui va nous apprendre à faire tous ces sports, pas uniquement dans les livres, mais on va le faire là, on va faire du volleyball, etc. Pourquoi pas faire la même chose quand il s'agit de notre bien-être mental? Je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer à négliger quelque chose qui est tellement, tellement important. Et donc, je viens vous parler aujourd'hui de la méditation, alors que je n'ai rien appris sur la méditation lors de mes études en médecine,
en neurologie. En fait, j'ai défendu ma thèse de doctorat sur l'étude de la conscience et le cerveau blessé. Et il y avait à l'époque, c'était 2000, un journaliste qui me contacte et qui demande « Professeur Lorès, qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience ?» Alors, qu'est-ce qu'il fait le scientifique? Il va aller voir sur Medline, PubMed. Et à l'époque, ça c'est illustration du livre, vous voyez qu'il n'y avait pas énormément d'études publiées dans des journaux scientifiques, et c'est ce que j'ai dit à ce pauvre journaliste, plein de conscience. Et depuis lors, évidemment, il y a beaucoup qui a changé dans ma vie personnelle, dans nos recherches et dans la littérature. Là, vous voyez, juste l'année passée, il y a 1800 articles scientifiques en une année sur la méditation, en particulier la pleine conscience, qui est la forme de méditation la plus étudiée aujourd'hui, avec un programme qui s'appelle Mindfulness-Based Stress Reduction, réduction de stress par la pleine conscience. Je vous le propose pour ceux qui ne connaissent pas ce programme. C'est ce que je prescris, c'est le plus validé. Là, vous êtes en bonne main. C'est des cours de 8 semaines en groupe, on se voit une fois par semaine. Et donc, on ne peut plus dire « j'y crois pas », parce que ce n'est pas une croyance, c'est vraiment démontré par les neurosciences cognitives. Et là aussi, Paris est un lieu important pour moi, où je vais quelque part, pour la première fois, être confronté à cette technique, cette pratique qui est la méditation. Lors d'un TEDx, on est en 2013, je viens parler du cerveau, la neuroplasticité. Il y avait aussi Mathieu Ricard, que vous connaissez peut-être, moine bouddhiste, mais aussi PhD. Il a fait sa thèse ici à Paris, à l'Institut Pasteur. Et lui venait parler de la méditation, et très vite, on commence à parler. Et c'était une période très, très difficile dans ma vie. Je vivais une séparation, j'étais seul avec 3 enfants, ça allait pas bien du tout. Je ruminais le soir, j'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que j'ai pas pu venir? Et qu'est-ce qui va se passer avec le job à l'hôpital, l'université, les 3 enfants? Et alors, qu'est-ce qu'on fait comme médecin dans cette situation-là? On prend des médicaments, des somnifères, le zolpidem. Mes copains psychiatres m'avaient prescrit du trazodone pour dormir. Je buvais, je fumais, et ce n'était pas le papa inspirant que je voulais être. Alors j'ai commencé le yoga, j'avais une prof formidable, je puais le tabac, et elle me laissait quand même entrer pour faire les exercices de respiration, de méditation. Mais c'était quand même cette rencontre avec Mathieu, en 2013 ici, où il a vu que je n'étais pas en top shape, et il me dit « Écoute, Steven, viens avec moi en retraite. » C'était la première retraite de Mind and Life, c'est une association créée avec le Dalai Lama et des neuroscientifiques, là, top niveau. Et donc, l'année d'après, je me retrouve avec lui à un endroit magnifique, avec plein de robes rouges, là. Et puis ça fait boing, et on est là, en tailleur, et il n'y a rien qui se passe. Sauf que là-haut, ça tourne en rond. C'est un peu comme participer aux Jeux Olympiques comme vraiment petit amateur. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, moi, j'ai dit à Mathieu, eh bien, on veut, avec l'équipe, comprendre ce que ça fait, la méditation. Avec nos machines, on peut mesurer des changements dans la matière grise, la matière blanche, ces connexions. Et donc, il est venu. Et là, vous voyez la photo, on est 2015, toujours avec sa robe rouge, il ne passe pas inaperçu, dans une IRM. Ça a donné un livre, vous le voyez sur la couverture, avec 250 électrodes sur la tête. On a mis dans toutes nos machines pour voir, lui, un grand expert du contrôle mental, comment est-ce que ça impacte sa neuroplasticité. Alors j'utilise Mathieu un peu comme fil conducteur dans le livre, mais le message, c'est que chacun de nous, on peut apprendre de cela et donner une place à ça dans notre vie qui est très différente de sa réalité. Quand il vient, il loge chez nous à la maison. Mon épouse, et maintenant on est 5 enfants.
Ça, c'est aussi une raison de méditer. Et donc, elle dit, Mathieu Ricard, c'est facile, il n'a que ça à faire. Hein. C'est très différent d'aller faire ses courses heure de pointe avec les enfants, famille recomposée, combinée de jobs. Et elle a évidemment tout à fait raison, donc on ne vit pas comme un moine bouddhiste. Je suis ni bouddhiste ni moine, loin de là. Mais quand même, on peut apprendre comment ces techniques est ce que j'appelle la méditation informelle, parce que je pense qu'on peut le faire n'importe quand, n'importe où, et donner une place dans notre vie de tous les jours. C'est clair que je ne peux pas dire le matin à mon épouse, Vanessa, qui est psychologue, qui est prof de pleine conscience d'ailleurs, je ne peux pas lui dire, Chou, que je vais mettre sur mon coussin, là, 20 minutes, tu t'occupes de tout. Ça ne va pas marcher. Donc, les études montrent que des techniques comme la réduction de stress par la pleine conscience de Huisman vont aussi, quand on l'étudie avec la neuroimagerie, montrer des changements. Des changements qu'on voit où ça? Je montre le cerveau de Mathieu Ricard, mais à nouveau, c'est juste pour l'illustrer. Il y a en couleur des structures qui ont été démontrées par toute une série d'études maintenant, change, parce que le cerveau, il est plastique, il s'adapte. Et une région clé, elle est là en vert, c'est le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, le mot n'est pas tellement important, mais vous pouvez le name-dropper lors du prochain barbecue. Cortex singulaire antérieur, c'est la région qui est importante pour déterminer où va mon attention. C'est très important. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous faites semblant. En réalité, vous pensez à plein d'autres trucs. C'est ça, le cerveau, il ne peut pas s'en empêcher, il pense. Ah, je dois encore faire ce truc-là, il s'est passé ça hier. Et donc, la méditation, c'est apprendre où est-ce que je mets cette attention. Il y a d'autres techniques, vous allez parler de l'hypnose, la sophrologie, le yoga. Le mot attention est quand même clé. Et quand on parle de méditation, d'ailleurs, c'est comme dire je fais du sport. Qu'est-ce que je fais? Si je vais courir, je vais muscler mes jambes. Si je vais à la natation, je vais avoir, par exemple, des épaules. En fonction de l'exercice qu'on fait en méditation, on voit une activation de certains réseaux et donc un impact sur la densité corticale qu'on peut mesurer avec ce qu'on appelle voxel-based morphometry, donc on mesure le volume de certaines régions, dont ce fameux cortex singulaire antérieur, qui augmente quand je vais pratiquer. Il y en a d'autres sur la photo. En rouge, c'est l'hippocampe. Je vous ai dit l'hippocampe qui devient plus petit quand je suis stressé de manière chronique, comme on l'a vu dans le Covid. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si je fais de la stress, on voit que cette structure va augmenter en volume. Il y a aussi en bleu ce qu'on appelle l'insula. C'est une structure, comme dit-il là, au milieu, qui est important pour toute une série de fonctions, y compris prendre conscience de ce qui m'ont ressenti, comment je me sens dans mon corps, et aussi pour ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Alors la flexibilité cognitive, c'est un mot important pour dire cette capacité à m'adapter quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Flexibilité cognitive, c'est ma capacité à m'adapter quand il y a un truc qui se passe dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, ou je suis malade, ou ma relation, ou au boulot. Eh bien, c'est la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Comment est-ce que je peux faire face? Et donc, on a vu que la méditation, c'est aussi un outil pour justement apprendre à gérer ces situations qui sont moins évidentes. Mais la méditation, ce n'est pas uniquement être plus calme, m'aider à mieux dormir, à être plus focalisé, impact sur la mémoire. C'est aussi essayer d'être une meilleure personne, entraîner l'empathie, la compassion. Comme soignant, on est censé prendre soin de l'autre, mais comment est-ce que je le fais? Moi, je travaille aux soins intensifs, en rééducation. C'est des catastrophes
tous les jours être confrontés à des familles qui ont perdu un proche, leur enfant qui s'est fait renverser par un camion, qui est aux soins intensifs, où on doit prendre des décisions de vie et de mort, où je peux, pour me protéger, juste considérer ça comme des chiffres, des images sur un scanner, et alors je ne vais pas être un bon soignant, hein, mais ça me protège. Ou au contraire, je vais prendre tout ça avec moi le soir et je vais faire un burn-out parce que c'est juste pas possible de porter tellement. Et donc, à nouveau, l'importance d'apprendre comme soignant comment aussi prendre soin de soi-même, hein, comment développer ces qualités-là. Et donc, la compassion, qui est loving kindness, hein, développer la bienveillance, l'exercice de méditation favorite de Mathieu Ricard. Et on voit là le cortex orbitofrontal en jaune au-dessus de son œil, qui augmente et qui aussi change ses connexions avec des structures de ce qu'on appelle le système limbique, un terme un peu dépassé, mais quand même des parties du cerveau qui sont importantes pour gérer nos émotions. Avec l'amygdale, vous avez déjà entendu de ce noyau amygdalien important qui va s'activer quand il y a un danger ou que je perçois un danger potentiel, un stress. Et là, c'est un peu l'inverse. On a vu avec le stress chronique que cette amygdale, elle va devenir plus grosse. Elle va en fait devenir hyperréactive. Et donc, la même situation va donner encore plus de stress, plus d'anxiété. Et à nouveau, l'impact des techniques de la méditation, non seulement au niveau de la matière grise, mais qu'on a vu, la force du cerveau, c'est cette connectivité, cette neuroplasticité. Vous voyez la tête de Mathieu avec comme un arbre avec plein de branches, et on voit donc des connexions, par exemple, en rouge, c'est ceux qui vont de gauche à droite, qui connectent les deux hémisphères, et donc une augmentation de la connectivité cérébrale par ces techniques de méditation. Et un impact sur le fonctionnement cérébral, évidemment. Je vous ai dit au début, ma passion, c'est de comprendre les pensées, les émotions. En réalité, ces trois réseaux qu'on a pu d'ailleurs avec l'équipe, à travers l'étude du commun, mais aussi de l'anesthésie, du sommeil, le rêve, l'hypnose, la méditation. Pour faire simple, on a pu identifier trois grands réseaux de la conscience. Le premier, c'est ce que j'ai colorié avec mon fiston en rouge, c'est ce qui est important pour percevoir mon environnement. On l'appelle le réseau de la conscience du monde extérieur, c'est ce que vous voyez maintenant, ce que vous entendez, tout ce qui passe par vos sens. Donc on a besoin des yeux, d'un cortex visuel, mais c'est nécessaire, pas suffisant. Là où ça se passe vraiment, c'est avec ce grand réseau fronto-temporopariétal, réseau du monde extérieur. Et puis il y a un deuxième réseau qui est très important, qu'on appelle en anglais « awareness », hein, la conscience de soi, cette petite voix dans ma tête que vous avez en ce moment certainement, ce qui me permet d'anticiper. Le cerveau, il est très fort pour planifier qu'est-ce qui va se passer, pour apprendre de ce qui s'est passé dans ma vie. Vous avez ici à nouveau un grand réseau, devant, derrière, et on a vu, comme vous le voyez sur l'IRM, les taches en jaune, c'est comment ce réseau, qu'on appelle aussi le réseau actif par défaut, parce que le cerveau ne peut pas s'en empêcher, il pense, et parfois trop, hein, ça c'est revers de la médaille. La méditation nous permet, et on l'a pu visualiser, à impacter cette activité. Et faire cela va même changer la consommation de sucre, ce qu'on appelle l'activité métabolique du cerveau. Le cerveau, comme vous le savez, il consomme beaucoup d'énergie, plus que n'importe quel autre organe dans votre corps en ce moment, pour ceux qui sont toujours éveillés. On peut le mesurer avec le PET scan, la tomographie à émission de positons. On injecte du sucre radioactif, c'est ce qu'on a fait avec Mathieu et tous ces autres experts en méditation, et on va voir alors la consommation énergétique. Et je regarde un peu l'âge moyen. À partir de 40 ans, ça ne s'augmente plus. Hein. Voilà, c'est une réalité. On se tracasse comment on va vieillir, on met des crèmes chères, du Botox. Mais là, c'est une invitation à s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Des études montrent que la méditation impacte l'activité métabolique. Et par exemple, Mathieu, là, d'un point de vue neurologique, il est
10, 15 ans plus jeunes quand on va utiliser ces chiffres-là. Tellement que c'est pour le moment étudié dans des études multicentriques pour offrir un outil aux patients qui sont à risque de démence dégénérative. Alors, ces programmes de pleine conscience ne sont pas comme un vaccin ou un traitement curatif pour la maladie d'Alzheimer. On n'a pas de traitement curatif pour ces maladies-là, mais il y a clairement à nouveau une valeur ajoutée. Alors, je peux vous parler, et longtemps, sur le cadre théorique. Finalement, la méditation, c'est méditer. Et moi, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un maître zen, donc je vais laisser la parole aux experts. Ça, c'est mon petit Louis, petite vidéo prise en pleine crise Covid. Donc, ça chauffait, c'est un niveau composé à 5, et il nous montre ce qu'on peut faire. On respire. On ne pas toujours comme ça. Très souvent à la maison, c'est le chaos. Louis. Mais si le petit Louis peut le faire, on peut tous le faire. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter. Peut-être qu'il y a déjà des grands experts dans la salle, peut-être des personnes qui n'ont jamais médité. Mais si vous êtes d'accord, on va le faire ensemble. D'accord? Comme le petit Louis l'a fait, je vais le faire avec vous. Vous êtes déjà assis dans cette belle salle. Je vous invite à mettre les 2 pieds bien ancrés. Vous vous mettez confortablement droit, vous êtes formidable. Aussi les personnes qui sont derrière leurs écrans, vous pouvez poser les mains sur les jambes et on va faire une chose, c'est méditer. Focaliser l'attention sur la respiration. Et s'il y a quand même des pensées, on va juste les noter et ramener l'attention à la respiration. Vous pouvez fermer les yeux et juste vous faire guider. Où on inspire par le nez, on expire par la bouche. C'est super. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et quand on inspire, on a un gros ventre. Parfait ça. On expire, ventre plat. Très bien. J'inspire. Garde l'attention à la respiration. On expire un peu plus longtemps. On va encore en faire 3. Et on relâche. Excellent. 2. Expirez un peu plus longtemps. Et la dernière. Garde l'attention à la respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux, reconnecter avec ici et maintenant. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais cet exercice, qui est très simple, permet de focaliser l'attention sur une seule chose. Et quand on le fait, et d'ailleurs, quand je donne des conférences avec Mathieu Ricard, je peux coller des électrodes sur son front et montrer à la salle qu'est-ce qui se passe là-haut. Et ce qui se passe, vous le voyez là, donc il a 3 électrodes, je n'ai pas les 250 comme au laboratoire,
on peut utiliser des outils qui vont décomposer ce signal complexe qui est l'activité électroencéphalographique mesurée au repos en 120 composantes. C'est ce que vous voyez là. Chaque ligne, et c'est des couleurs artificielles, représente une composante. L'éveil généralisé, les fonctions exécutives, attention focalisée, générale, émotion, etc. C'est un petit peu comme visualiser les pensées. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est rouge, jaune, bleu. Ça saute d'une pensée à une autre. Et c'est ça, ce qu'on appelle le monkey mind. C'est ce petit singe-là qui pense à plein de trucs. Et puis, quand on fait l'exercice, voici ce qui se passe chez Mathieu. Il ne faut pas des grandes statistiques, je pense, pour voir qu'il se passe quelque chose. C'est comme ces vagues et ce singe sauvage, ces pensées qui sautent d'un truc à l'autre. Après, il y a une stabilité. Il y a comme les vagues d'océan qui se calment, couleur bleue, stable. Bon. Trop souvent, je pense, on a une vision un peu bouddhiste ou hindoue. Et oui, j'utilise cet outil quand je me balade en Chine, dans l'Himalaya, en Inde. Vous voyez tous ces grands explorateurs experts de méditation qui permettent de faire des études, mais finalement, on peut le faire chacun à sa manière. D'ailleurs, je viens de donner un TEDx, je ne vais pas vous montrer les résultats, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, où vous avez ma fille Clara, qui a 25 ans, complètement folle, avec vous voyez sa moustache. Elle est sur les réseaux sociaux, il faut la suivre, elle est incroyable, elle est comédienne, mais aussi là, c'est un défi pour les jeunes de gérer les attentes avec un monde hyper connecté, la pression des réseaux sociaux encore beaucoup plus que ce que moi j'ai connu ce que nous on a connu dans notre jeunesse. Et elle l'a fait sur scène, l'exercice qu'on vient de faire, et vous pouvez voir ce que ça a donné quand on voit les changements dans un cerveau de jeune qui fait ce petit exercice qui est très simple et qui donne un outil à gérer ces moments différemment. Et ces deux systèmes, on a dit le système orthosympathique, je me prépare au combat, mais là, ce n'est pas nécessairement un animal sauvage. Là, ça peut être un collègue qui rentre dans mon bureau ou un coup de fil, un courriel. Je suis bloqué dans les emboutes. Et c'est la même réaction où, en fait, ce qu'on vient de faire stimule l'autre système, le parasympathique. Chaque fois que j'expire, on va voir une réduction de ma fréquence cardiaque. Ça impacte donc cette réponse de ces hormones de stress. Et cela va impacter quelque part, pas uniquement le cerveau, mais tous les organes de notre corps. Et il y a plusieurs moyens de le faire. J'ai fait un livre, en fait c'est mon épouse qui a présenté une série d'histoires pour le partager aussi avec nos enfants. Donc là, vous avez à nouveau le petit Louis. Et par exemple, des exercices de marche en pleine conscience. Moi, quand je suis dans la forêt avec lui, beaucoup trop souvent, je vais être sur mon cellulaire. Il y a l'hôpital qui m'appelle ou j'ai un message à envoyer, ou même quand je ne suis pas sur l'écran, mes pensées ils sont ailleurs. Le petit Louis, lui, il est vraiment là. Il a fait un truc sur le chemin. Et donc la méditation, la pleine conscience, c'est quelque part redécouvrir quelque chose qu'on avait déjà comme enfant. Et il y a plein de choses de le faire. Donc la prochaine fois, quand vous allez faire une balade, vous pouvez le faire ici dans le parc. Pleine conscience, juste vous dire maintenant, je vais focaliser mon attention sur, par exemple, ce qui rentre par mes sens. Les feuilles sur les arbres, les couleurs, le soleil sur ma peau ou la pluie. Donc ça aussi, c'est une forme de méditation. Il y en a plein. On peut aussi inviter les enfants à le faire de manière ludique. Donc ici, je fais avec le petit maître Zen Louis le cri du lion, quand parfois on est fâché. Et on peut justement, ça fait partie du livre Cahier de méditation, pour offrir toute une série de possibilités
aussi accepter mes émotions, parce que non, ce n'est pas toujours le soleil, parfois il y a des orages, parfois je suis triste, parfois je suis fâché, et c'est OK. Je peux apprendre à, quelque part, reconnaître et, un peu comme on a fait, prendre une certaine distance et observer, comme on a fait avec les pensées, là, je focalise mon attention sur la respiration et j'ai quand même des pensées, je les observe, je ramène mon attention à la respiration. On peut faire la même chose avec les émotions et créer cette distance, impacter le réseau important dans ces émotions. Et les études montrent que cet effet, l'effet de la méditation, peut être aussi grand que l'effet de la médication, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antidouleurs. Alors c'est très important qu'on a ces médicaments, mais en complément, je pense qu'on peut donner un rôle plus central, plus actif aux patients, aux citoyens. Et il y a d'autres techniques, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler, mais on a étudié beaucoup l'hypnose, qui a peut-être une connotation un peu charlatanesque. Je fais ça, où on le voit dans des théâtres, on m'hypnotise. Mais en fait, c'est un autre état modifié de conscience où on a fait, grâce à Marie-Lise Fémonville, qui est une grande anesthésiste, qui a introduit ça au bloc opératoire au CHU de Liège. Elle a maintenant des dizaines de milliers de patients qui ont subi une intervention, y compris moi, pour éviter une anesthésie générale. Elle a montré, par exemple, pour les thyroïdectomies, on enlève la glande thyroïde, des mastectomies partielles, donc pour tumeurs au sein, rhinocéptoplastie, correction de nez, que le patient, il est là, conscient, éveillé, mais en train de faire de l'imagerie visuelle, absorbée, ailleurs, déconnectée, et cela permet de gérer la douleur, aussi bien aiguë que chronique, différemment. Et on a mesuré avec les techniques en neuroimagerie que justement ce réseau de la conscience du monde extérieur sensoriel était moins actif, et donc ça permet aux patients de vivre mieux des interventions. Et ça, je pense que moi, je l'ai appris dans ces cours d'hypnothérapie organisés par Marie-Lise Fémonville, mais ça devrait à nouveau faire partie de notre cursus, parce que ça me donne un moyen de mettre le patient dans des meilleures conditions, que ce soit aussi pour les dentistes, pour les psychologues, pour les médecins dans leurs différentes spécialités. Et évidemment, maintenant, des technologies comme la réalité virtuelle immersive, et ici une boîte française qui est HypnoVR, qui est une possibilité pour offrir l'hypnose à encore plus de patients. Et pour ceux qui pensent la méditation, c'est quand même un truc un peu fluffy, new age, ésotérique, j'y crois pas. Eh bien, comme vous le savez, les athlètes l'utilisent aussi. Donc là, en Amérique du Nord, on travaille avec les joueurs de hockey, basket, si c'est bien pour eux. Comme on l'a vu ici avec nos champions olympiques, c'est probablement bien pour nous aussi. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu chez Guillaume Néry, vous vous souvenez, le Français champion du monde d'apnée, qui est aussi venu au labo, et là, il a tenu son souffle pendant 8 minutes dans une IRM. N'essayez pas ça à la maison. Très impressionnant, parce que je vous ai dit, le cerveau il a besoin de beaucoup d'apports sanguins, d'énergie, et néanmoins, c'est possible, on peut s'entraîner. Et ce qu'on a vu aussi avec l'électroencéphalographie, vous le voyez sur la dia avec tous ces électrodes, comme Mathieu, on a vu que son activité cérébrale était très proche de ce qu'on a vu chez les moines bouddhistes. Cette capacité à garder son attention à une seule chose. Et donc, beaucoup de ces top athlètes, ils ont cette capacité. Ils vont utiliser la méditation, mais aussi l'hypnose. Ils vont s'imaginer leurs mouvements, réactiver ces circuits moteurs. Et donc, à ce moment-là où il faut, vous avez eu les Jeux Olympiques, on a vu des athlètes faire des choses incroyables, d'autres qui n'ont pas su assurer parce qu'il y avait trop de stress, trop de pression. Donc, très, très important pour eux d'avoir ces outils.
et en même temps, ils l'utilisent pour leur entraînement. On a vu aussi, et vous allez parler aussi, je pense, de l'impact de la musique. Ce qu'on a fait, nous, avec les personnes après le coma, c'est de présenter leur musique favorite. On a vu qu'il y avait vraiment une activation cérébrale et on étudie maintenant des artistes. Vous voyez ici Alain Altinoglou, qui est le directeur de La Monnaie, l'Opéra de Bruxelles. On a un autre à Flagey qui est Anthony, qui joue du jazz, il improvise. Et on a comparé cet état de flow, où il est en pleine créativité, avec une autre situation où il joue une pièce imposée. Et donc, comment on peut utiliser ces techniques, c'est aussi Anthony Romanou est un grand expert en méditation qui va l'utiliser pour stimuler cette créativité, comme le font plein d'autres artistes. Dans le livre, j'interviewe David Lynch. Vous connaissez de ces films extraordinaires. Eh bien, il va faire ces 20 minutes de méditation tous les jours. Une autre technique, lui, c'est la méditation transcendantale. Ce que vous connaissez, c'est de répéter un mantra. D'ailleurs, depuis le livre, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent tu nous parles de Matthieu Ricard, c'est moine bouddhiste. Dans notre tradition chrétienne, il y a aussi cette tradition de contemplation, et c'est vrai, la prière peut aussi être une forme de méditation. Et donc tout cela, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle ou des robots. On collabore avec Toyota, ils ont plein de robots. Là, vous voyez un qui joue du violon, il fait ça très très bien, mais c'est tous les soirs la même chose. Il y a rien d'émotionnel là-dedans. Il peut créer maintenant aussi des œuvres d'art, mais je pense que le défi pour nous, dans cette société où ces technologies jouent un très très grand rôle, c'est de reconnecter avec notre humanité, notre créativité, nos valeurs, parce qu'un ordinateur, là, il n'y a rien au niveau d'une perception consciente, d'une émotion, d'une pensée. Donc, c'est des algorithmes qui peuvent nous aider, mais à nous de retrouver notre place dans cette société. Et c'est vrai à tout niveau. On a aussi la chance d'étudier les astronautes, donc avant qu'ils partent dans la station internationale. Il y en a 7 là, des Russes, des Américains, des Européens. C'est un peu chaud. Et vous voyez par exemple David Saint-Jacques qui est en train de méditer upside down. En fait, il n'y a pas de up, il n'y a pas de down. Mais à nouveau, comment dans ces situations quand même extrêmes, ces techniques-là permettent d'être au top de ses performances, parfois pendant des très très longues durées. Donc on a le cerveau de Padalka qui est le record holder 878 jours en belge. Alors, comment donner une place à ça avec nos réalités de tous les jours? On l'étudie, on a ça comme mission avec la chaire d'excellence en neuroplasticité. Et une cohorte qu'on a commencé à étudier en particulier, c'est les entrepreneurs. Vous savez, les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'incertitudes, de stress. On l'a vu à nouveau avec le Covid, certains ont fait faillite, d'autres ont fait fortune. À nouveau, il y avait cette incertitude, comment on gère ça? À travers toute une série d'enquêtes sur des centaines d'entrepreneurs à série, à succès, différence avec les managers, on voit que ce qui est clé, c'est cette fameuse flexibilité cognitive. Et on a pu faire le lien entre cette capacité-là et le cortex insulaire. Vous voyez là quelques CEO. Pour ceux qui aiment le chocolat, il y a Salvatore de Chocolat Galère à Liège, mon voisin. Et donc, on fait maintenant la même chose avec le HEC Montréal, avec l'école de business à Laval, et comment les différentes cultures aussi vont impacter cela. Juste une dernière chose pour insister sur le fait qu'il n'y a pas que la méditation. Quelque chose qui est peut-être aussi beaucoup trop négligé, c'est la qualité de notre sommeil. Tellement que j'ai fait un livre sur le sommeil c'est bon pour le cerveau parce que c'est vrai, et trop souvent lors de mes consultations, je constate que les patients
quand ils ont une douleur chronique, quand ils ont, pour quasi toutes les pathologies, le sommeil ou un manque de sommeil va encore aggraver les plaintes, les symptômes. Et il y a chaque cellule de notre corps qui va bénéficier d'un bon sommeil réparateur. Juste un petit mot pour mettre l'accent sur à nouveau cette neuroplasticité négative où si je ne dors pas bien, là je le vis un peu parce que je viens d'arriver de Montréal, je n'ai pas passé une superbe nuit dans l'avion et ça va être une journée où je risque d'être un peu émotionnellement plus instable, dirons. Et si c'est trop longtemps, ça va changer structurellement mon cerveau et me rendre encore plus irritable, plus anxieux. Et là, ça peut être la fameuse spirale où, à travers de ces exercices, on va voir vraiment des changements, parfois spectaculaires, quand on s'intéresse à la qualité du sommeil de nos patients. Juste un mot pour dire qu'il y a un système très important qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, qui est le système lymphatique. Alors c'est quoi? Vous connaissez le système lymphatique, hein, qui va être important pour le système immunitaire, qui enlève tous les produits toxiques accumulés la journée. On pensait avec la barrière céphalorachidien qu'il n'y avait pas de système lymphatique au niveau du cerveau. Maintenant, on a vu que ce n'est pas vrai, qu'on a aussi cette capacité-là, c'est dans les cellules gliales, c'est de là le nom lymphatique. Le système lymphatique, lors du sommeil lent, profond, va enlever les produits toxiques accumulés la journée et me protéger contre toute une série de maladies neurologiques et psychiatriques. Ça a été démontré pour la démence, pour une série syndrome anxio-déprimé, et c'est un détox gratuit, efficace, où on pourrait donc plus investir dans ces 8 heures en moyenne de sommeil. Comme la nutrition, on n'aura pas beaucoup le temps, fait un petit livre avec Hachette, Cervographie, pour expliquer le cerveau et tous ces facteurs environnementaux. On sait maintenant qu'il y a une interaction entre le cerveau là-haut et le deuxième cerveau là, ces millions de cellules qui entourent mes intestins, ou même les cellules, les microbes qui sont dans l'intestin. Il y a plus de microbes en fait dans mes intestins qu'il y a des cellules dans tout mon corps, et il y a cette interaction complexe mais réelle entre ces deux, et ça va d'ailleurs dans les deux sens. Quand je ne me sens pas bien, je peux le sentir avoir mal au ventre. Quand ça ne va pas bien dans le ventre, on a vu maintenant que la qualité de ce microbiome impacte mon bien-être et à nouveau un facteur à risque pour une série de maladies neuropsychiatriques. Juste pour vous dire, il faut en science avoir un esprit ouvert, c'est ce que vous avez, et en même temps on respecte la rigueur scientifique avec une méthodologie très bien documentée, et c'est ce qui nous a permis de travailler avec Corinne Sombrun, que vous connaissez, la Parisienne, qui a fait un super livre, Mon initiation chez les chamans, où elle raconte son histoire en Mongolie. Elle va découvrir qu'elle est identifiée comme chamane. Sa mission maintenant, c'est de dire c'est à la portée de tout le monde, et on a des études cliniques en cours pour démontrer que ça peut aussi, à côté de la méditation, à côté de l'hypnose, aider des personnes. Projet en cours dirigé par Audrey Van Oudenaars sur des personnes qui ont eu un cancer et l'impact que ça a sur leur qualité de vie, comment ils gèrent ces symptômes aussi liés au traitement, chimiothérapie, radiothérapie. Donc à nouveau un outil complémentaire. Et pour les plus paresseux entre vous, il y a aussi un film qui a été fait où il y a un monde plus grand, très beau film où je joue mon propre rôle, donc je vous laisse découvrir cela. Alors moi je suis neurologue, je regarde au cerveau, mais aussi au niveau de notre système, nos chromosomes génétiques, on voit qu'il y a un impact. Donc les études ont montré que ces télomères, ces petits trucs noirs là au bout de mes chromosomes qui protègent l'ADN, en vieillissant, deviennent plus minces, et donc je suis plus à risque de mutation d'une série de maladies. Quand j'ai une vie stressée, le processus va être accéléré. Quand j'ai une insomnie chronique, la bonne nouvelle, c'est que des techniques de méditation
apprendre à gérer le stress différemment ont montré que cela peut être réversible et donc visible au niveau de ces fameux télomères, de la télomérase. Donc, pensée, perception, émotion, ces choses que notre cerveau humain fait en permanence, les 3 réseaux impliqués et la méditation comme un outil à justement modifier à travers des exercices d'attention. On a parlé de méditation de respiration, on l'a fait, d'une marche en pleine conscience, stimuler ce qui rentre par mes sens, focaliser l'attention là-dessus, mais aussi entraîner empathie, compassion, tous des exercices comme l'hypnose, imagerie mentale, qui permettent de stimuler cette neuroplasticité. Louis qui est toujours en train de méditer. Et donc de le voir comme, oui, une gymnastique mentale ou des études en neurosciences cognitives. Et vous avez ici un grand expert qui est Antoine Lutz, qui a montré comment on a ces différents réseaux et ces parties de ce default mode, ce cerveau qui pense et parfois il rumine et parfois il tourne en boucle. Et donc, à chacun de trouver sa manière. Ça peut être les cours de Huisman, ça peut être les approches en sophrologie, en yoga, en pleine conscience, et les technologies, les applications qui peuvent nous aider. On a collaboré avec une petite boîte en Belgique qui s'appelle Moonbird, où là, il y a un petit outil qui permet pour les patients qui me disent « Mais docteur, est-ce que je le fais bien? J'ai besoin d'un retour. » Eh bien là, vous avez un feedback, vous le tenez en votre main, il mesure la fréquence cardiaque et il va vous guider. Il devient plus grand quand il faut inspirer, il se contracte. Donc c'est un petit outil et on l'a validé avec ces électrodes. Vous voyez d'ailleurs les 2 cofondateurs de la boîte et maintenant pas mal de patients qui me disent que cette application leur aide à justement calmer l'esprit et avoir un retour. Et avec ceci, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je remercie l'équipe qui a fait toutes les recherches et donc le défi d'offrir ça maintenant aux patients. Et j'ai créé Mindcare Foundation pour justement stimuler cette médecine complémentaire qui combine la meilleure de la médecine hyper spécialisée, hyper technologique avec une reconnexion à notre humanité et à donner un rôle plus central, plus actif aux patients et aux citoyens. Merci beaucoup, beaucoup et prenez soin de vous. Je vous avais dit enthousiasmant sur le plan humain et scientifique et humain, et encore il ne nous a pas parlé de tout, parce que nous en médecine, nous le connaissons aussi, Stephen Lorais, sur 2 sujets qu'il faut aborder avec courage, avec persévérance, contrant le mépris des autres professionnels, qui est d'une part le coma à conscience minimale, c'est ces personnes qui sont dans le coma et qui pourtant continuent à ressentir les choses de leur entourage, et d'autre part aussi les expériences de mort imminente. Donc je ne pense pas qu'on aura le temps d'en parler maintenant, mais si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, on peut naturellement continuer à en discuter dans l'entre-séance maintenant. Je paraphraserai peut-être ce qu'il vient de dire par une seule phrase, c'est celle de notre patron à tous les 2, Georges Franck, feu professeur de neurologie à l'Université de Liège, qui disait « Il y a des médecins pour tous les patients et des patients pour tous les médecins ». À nous donc de susciter l'intérêt, la sensibilité de chacun et de chacune d'entre eux, de façon effectivement à entrer dans la discussion d'un savoir partagé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour notre ami. C'est le moment. L'esprit et le corps ne sont pas séparés. Et tous les événements que nous vivons dans notre vie depuis même avant notre naissance dans l'utérus de notre mère jusqu'à l'âge adulte, c'est vraiment ancré et imprimé dans nos cellules. Alors, je voulais savoir donc, quelle était votre position par rapport à ça. Et aussi, juste dire aussi que Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste. Et donc, du coup, l'expérience que vous avez faite avec lui, c'est chez une personne qui est très expérimentée en méditation. Le MBSR, 8 semaines, ce n'est pas suffisant pour obtenir le même résultat qu'on a vu chez Mathieu Ricard. Je voulais juste attirer l'attention là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Et pour l'un,
Et comme justement on est des personnes qui avons des vies multiples et variées, l'invitation c'est de se lever un peu plus tôt pour pouvoir méditer, faire du yoga aussi, parce qu'on a besoin d'étirer son corps. Quand on vieillit, le corps ne s'étire plus. Et on a besoin de faire circuler l'énergie. Et c'est ce qui permet de pouvoir après avoir l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire dans le reste de la journée, s'occuper de ses enfants, aller travailler, etc. Donc je voudrais aussi qu'on parle un peu plus du yoga quand on parle de méditation, parce que le yoga inclut la méditation. La méditation, c'est la phase ultime du yoga. Les postures ne sont que la 3e étape de la philosophie du yoga. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire sur le yoga. À nouveau, il y a différents types de yoga et vous avez mentionné le défi de reconnecter avec notre corps, ce qui est certainement vrai. Moi, je suis un chercheur, clinicien, beaucoup dans ma tête, donc c'est un défi. Et je pense qu'en effet, on a perdu un peu ce contact et il faut en prendre soin de ce corps, on n'en a qu'un. Et ces techniques d'étirement, d'activité physique dans toutes ses formes. On le voit aussi avec le tai chi, avec le qigong. Il y a toute une série de traditions où mon message n'est certainement pas de dire ça c'est meilleur que ça. Il y a une série de pratiques et à chacun de trouver qu'est-ce qui me correspond le mieux en fonction de mes besoins. Et donc aussi le défi pour nous de standardiser quelle est l'intervention, quels sont les outcome measures, c'est qu'est-ce qu'on va pour telle ou telle pathologie mesurer. Et donc, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le besoin de non seulement clarifier les indications, mais aussi les contre-indications, les effets secondaires. Donc, c'est fascinant de voir comment il y a maintenant de plus en plus de labos qui vont faire exactement ça, des études cliniques contrôlées. Parfois un défi parce qu'il faut définir le groupe contrôle. Donc, si vous montrez qu'un antidépresseur il marche, vous allez le comparer avec un placebo, une pilule où il n'y a rien dedans. Comment est-ce qu'on fait un pseudo-yoga, un sham yoga? Donc, ce n'est pas évident et néanmoins possible. Et on voit quand même maintenant les méthodologies, et vous allez en parler, qui permettent d'identifier cette capacité-là. Vous avez tout à fait raison. Ce cerveau, il est dans un corps. Ce corps, il interagit avec d'autres corps. Et il faut en être conscient de ça et en prendre soin. Merci. Et merci aussi, Gianni, parce que je n'ai pas parlé de ces fameuses expériences de mort imminente. Je suis en train de préparer un livre et je demande d'ailleurs des témoins. Si vous connaissez quelqu'un qui a une expérience de mort imminente, contactez-moi. C'est un sujet qui est très difficile et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on s'y intéresse. Nous avons encore 1 heure pour en parler, si tu veux. On est bien au bon endroit, hein. C'est bien le bon interlocuteur. Donc, effectivement, tu fais bien partie de la mouvance NPAS avec les référentiels qui se construisent progressivement. D'autres questions, réponses, réflexions, suggestions? Des réponses à des questions qu'on n'aurait pas posées? Ah, oui. Bonjour à tous. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Moi, ça ne va pas être une question, mais l'histoire des verrues, elle m'a un peu interpellée. J'ai été dans le même cas. Je vous rassure, je n'ai pas quitté mon mari, mais j'ai quitté une situation professionnelle qui me tirait vers le bas, dans laquelle je stagnais. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Je pense que ça mérite un peu un petit focus là-dessus et de voir un peu la symbolique de tous les symptômes corporels aussi. Voilà, je voulais juste mettre le point là-dessus. Et merci à vous. Merci. Merci. Je pense que c'est moins évident de démontrer, là je vous ai donné une anecdote, juste comme illustration, mais les études cliniques le montrent. On l'a à nouveau, avec le Covid, des chercheurs ont démontré chez des moines bouddhistes comment le stress impacte la réaction au vaccin, comment aussi le sommeil, la qualité de sommeil après le vaccin impactait
comment on était capable de faire des anticorps. Donc oui, je pense que ça ne sert à rien de juste faire un diagnostic et prescrire un médicament si on néglige tout le reste, parce qu'il peut avoir un grand impact. Donc c'est fascinant de voir comment la médecine évolue, même, je le répète, s'il y a encore du chemin. Et c'est pour ça que votre association est tellement formidable. Bonjour, Carole Matz, je suis directrice d'EHPAD. Nous avons eu dernièrement un congrès sur les INM, les thérapies non médicamenteuses, et je voulais savoir quels étaient les effets, si vous avez pu le voir et le constater, les effets sur la méditation et la maladie d'Alzheimer, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et ça m'intéresserait vraiment, personnellement et professionnellement, effectivement, d'avoir votre retour. Merci. Merci. Il y a donc cette possibilité de proposer à ces personnes de faire ces cours de 8 semaines, réduction de stress par la pleine conscience. Il y en a d'autres. Je peux vous partager la littérature. J'ai déjà mentionné Antoine Lutz, qui est à Lyon et qui, avec l'Université de Caen aussi, coordonne cette initiative multicentrique où, à nouveau, ce n'est pas que ça va guérir de cette maladie, mais je pense qu'il y a suffisamment de données maintenant pour dire que ça impacte, comme on a pu le voir en neuroimagerie, la maladie, et donc c'est à nouveau complémentaire à tout le reste qu'on a à offrir à ces personnes. Et aussi, comme nous allons en parler avec Christine Tabuenka tout à l'heure, il est évident que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie du tout ou rien, ça vient très progressivement, et c'est au tout début qu'effectivement les exercices de méditation peuvent être utiles, ça on en parlera en cours tout à l'heure, c'est très très intéressant. Encore une question ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des seuils dans la méditation? C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de phytothérapie, il y a des seuils où en fait, c'est inefficace, un seuil où c'est utile, et puis un seuil où ça devient toxique. Est-ce qu'il y a ces effets de seuil? Est-ce que je dois me dire, il faut que j'en fasse au moins 2 fois 5 minutes par jour pour que ça ait vraiment un intérêt? Alors, on l'a déjà eu avec la première question aussi. Je pense que ce n'est pas une compétition. Donc, je me souviens comme ça d'une discussion, quelqu'un qui me disait « Ah, tu fais ta méditation 10 minutes, moi je fais 2 heures. » On a tous nos réalités. Je pense que pour ça, c'est important de découvrir des moyens où ce qu'on fait de toute manière, cette méditation informelle. Là, ce matin, j'ai pris une douche, mais j'ai fait une petite méditation sous la douche. C'est très possible, ça ne me coûte pas de temps. Je peux, avec les enfants, sortir le lave-vaisselle. On peut aussi le faire, et uniquement ça, et ça peut devenir des exercices. C'est une question... Si on se pose la même question pour le sport, combien est-ce que je dois courir? Déjà, il y en a un qui va aller nager, il y en a un qui va faire du tennis. Donc, moi, chaque minute, c'est déjà bien. Les études, par exemple, de Wisman montrent qu'il y a vraiment des changements, qu'il y a un impact. Plus peut-être parce qu'on l'a dit, oui, mais il faut quand même le faire. Et c'est ce que Mathieu me dit, tu as le temps, prends le temps. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Je ne l'ai pas toujours. Ce matin-là, il y avait Gianni qui dit, je n'ai pas eu mes 20 minutes. Mais je vais retourner en train. Eh bien, là, j'ai un moment où personne ne va le voir, mais on peut faire comme on l'a fait ici. Donc, c'est clair qu'il faut quand même... Je pense que le plus important, c'est la motivation. Si j'ai un patient qui me dit « Docteur, tu peux dire tout ce que tu veux, moi, ce n'est pas mon truc », ça va être compliqué. Donc aussi avec l'hypnose, on va le proposer. Quelqu'un qui va... Il faut une opération de la thyroïde. S'il dit « Je refuse », eh bien, on fera une anesthésie générale. Donc ici, on peut juste proposer, à travers la recherche, à travers des communications, à travers aussi l'exemple, parce qu'on n'est pas toujours comme médecin, il faut que nos babines vont avec nos bottines, comme ils disent au Québec. Donc on sait que très probablement, tout le monde ici
on est trop sédentaire. On passe beaucoup de temps derrière un écran, on passe beaucoup de temps sur une chaise. Donc, est-ce que je dois marcher, mais 10 000 pas il y a ce chiffre des 10 000, c'est déjà bien si j'essaye d'être debout, de marcher, de faire mon jogging si c'est possible. Non, je ne dois pas faire un marathon. Là, je peux me blesser et on peut aussi parler des effets secondaires d'aller courir. Je peux me faire une entorse, mais il y a quand même plus d'effets positifs que négatifs quand on fait du sport, quand on bouge. Je pense que la méditation, c'est la même chose. On doit le proposer, inviter les personnes à le faire. Il y a toujours cette question, mais qu'est-ce que je dois faire et quand est-ce que je vais avoir un résultat? Mais là, c'est un peu le lâcher-prise. Parce que si je vais trop là-dedans, ben, ça va être peut-être moins efficace que j'avais imaginé, que j'avais anticipé. Donc c'est très important de le faire dans des cadres d'études cliniques, où on définit, on peut faire des corrélations. Et, la toxicité de la méditation, ben oui, si je décide, là je pars en Inde et je vais en silence complet, je peux devenir psychotique parce que je suis confronté à... Oui, et il faut aussi le publier, mais je pense qu'en bonne main, des psychologues, des psychothérapeutes, c'est un outil très intéressant où justement il y a encore beaucoup à faire pour répondre à votre question, pour quelle indication précise, qu'est-ce qu'il faut comme exercice pendant combien de temps. Mais je dirais, au stade actuel, c'est comme bouger. C'est probablement une bonne chose et plus que vous arrivez à le faire, mieux c'est, sans considérer ça comme « Ah, là, je vais être au nirvana, je ne vais plus avoir des moments de stress ou de non. » On ne devient pas un robot, et fort heureusement. Donc, on va accepter que parfois, je me fâche, parfois je suis triste, et parfois... même avec la méditation, je peux passer des mauvaises nuits. Et comme disait le Dalai Lama, où j'ai pu discuter avec lui, ben, si j'ai mal au genou, je vais voir mon orthopédiste. C'est à nouveau complémentaire, ce n'est pas quelque chose qui va me sauver. Et si ça ne va pas, je vais juste encore plus méditer pour voir mon salut uniquement là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Maintenant, nos approches sont tellement multifactorielles et personnalisées que la vraie question, en plus du calcul fin et précis, scientifique, qui font référence au référentiel que nous proposons, la vraie question à leur poser aussi pour la même personne, c'est est-ce que vous êtes mieux après? Je pense que le sentiment de mieux-être, c'est effectivement un des critères qu'on ne doit pas négliger naturellement aussi. Encore une dernière question peut-être? Oui, merci tout d'abord, c'est brillantissime, bien sûr. Alors Thierry Cheverbeck, moi je suis rhumato-immunopathologiste. Voilà, alors c'est pour reprendre les différentes observations sur le rôle du stress. Nous, c'est une évidence. Quand on interroge nos malades, ils ont des expériences de vie absolument incroyables. Pour avoir fait longtemps des maladies auto-immunes en pédiatrie, on a l'impression que les gosses, ils sortent de Zola. Ils ont tous des histoires absolument ahurissantes pour arriver à une histoire d'immunopathologie. Mais très souvent, en fait, il y a des gens qui ont la même histoire, et c'est beaucoup plus la façon de gérer les événements, le coping, et le coping centré sur soi qui fait que les gens ruminent. Et alors l'observation amusante, c'est à l'autre bout du spectre. J'ai un collègue qui a travaillé longtemps à Bologne, donc c'est un immunologiste pur et dur, et il allait voir les anomalies du système immunitaire, ou au contraire, les bonnes choses du système immunitaire qui font qu'à Bologne, il y a une collection absolument ahurissante qui fait l'envie du monde de centenaires. La seule caractéristique commune de tous les centenaires, c'est l'absolue résilience. Il leur est arrivé des tas de trucs dans la vie. Leur femme est morte, et oui, c'est pas de chance. Leurs enfants sont morts, ah là là, vraiment, quelle tristesse. Mais tout va bien. Et des fois, dans ce cheminement, vous voyez où je veux en venir, est-ce que finalement on part de l'empathie et on va vers la compassion, c'est-à-dire une certaine forme aussi de détachement. Est-ce que c'est vraiment le sens de la vie? C'est pas évident comme question, ou je pense c'est le défi de chacun. C'est quoi le sens de la vie? Probablement une question d'équilibre. Oui, le détachement
et ensuite jusqu'à un certain niveau. Hein. Je pense que c'est important d'être un citoyen engagé. Je peux me dire, je ne vais plus lire le journal parce que c'est trop de stress, de tristesse, et en même temps, c'est important de savoir ce qui se passe. Il y a la planète qui se réchauffe et les jeunes qui se manifestent. Donc, comment cette éco-anxiété aussi, qui est une question d'équilibre, de s'engager, d'agir. Hein. J'aime beaucoup cette notion-là, de ne pas le voir comme quelque chose de passif, où je regarde mon nombril et je me tracasse pour mon bien-être, mais quand même aussi du bien-être des autres. Donc, le défi de trouver l'équilibre, chacun de nous, et cette grande question, hein, c'est quoi? C'est cet art de vivre dans une société où on était peut-être, parce qu'on a parlé des Lumières et de cette renaissance et de l'homme qui a quitté cette pensée magique. Hein. Je suis très heureux qu'on ne va plus brûler des sorcières et considérer que des maladies, c'était une punition de Dieu, comme je le vois encore. Moi, travailler aussi avec des personnes qui ont le sida, pour certains, c'est encore une maladie punition. C'est quand même bien qu'on a des virologues qui ont identifié un virus, qu'on a des traitements à proposer, mais où évidemment l'homme, avec la révolution industrielle, qui se met peut-être un peu trop au-dessus de la nature, qui contrôle tout, qui pense que c'est la connaissance et la technologie qui va tout résoudre. Là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec des Elon Musk et où il faut peut-être un peu maintenant que c'est aller trop loin, hein, le cartésien rationnel qui contrôle, qui impacte la nature et qui doit peut-être reconnecter avec lui-même, avec la nature. Et donc, cette nécessité d'équilibre, mais voilà, vous êtes l'expert dans le domaine de l'immunité et l'impact du stress et à nouveau comment on peut le gérer en même temps que d'offrir à ses enfants tous ces traitements de pointe et aussi pas donner le message que il est malade, c'est de sa faute, parce qu'on peut être une très très belle personne, méditer tant qu'on veut et puis voilà, on a un accident, on a une maladie. Et donc, oui, les études en épigénétique montrent qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, comment ces gènes vont s'exprimer. Et puis, il y a aussi quand même des choses qui nous arrivent. Et ce n'est pas juste, nécessairement. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci, en tout cas. La résilience, c'est s'adapter, s'améliorer, apparemment. Ah, c'est vraiment ça. Y a-t-il d'autres questions ? Je ne sais pas combien de temps nous avons encore. Il y a un maître du temps ici. Merci. Bonjour. Alors, ce n'est pas une question qui a un lien avec le sujet du jour, mais puisque vous avez parlé de témoins pour la mort imminente, vous êtes passé il y a quelques années dans une émission qui s'appelait « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Et il y avait une personne qui avait la capacité de voir, soit dans des petites boîtes, où je me souviens, c'était une affiche de Frida Kahlo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne qui pouvait voir ailleurs. Donc voilà, son esprit pouvait... Est-ce que vous avez pu étudier ce cas ? Alors, votre question, elle est trop compliquée. Mon prochain livre va être là-dessus. Donc, les décorporations et cette grande question. Alors, moi, je suis neurologue. Réductionniste, matérialiste, qui regarde dans le cerveau et en même temps, comme tout le monde, je pense qu'il y a ce côté aussi spirituel. Hein, il n'y a pas que la connaissance. Donc, vous allez le découvrir dans le livre, comment la science peut ou pas démontrer s'il y a quelque chose après, mais ça reste quand même une frontière. C'est un grand défi, hein, de dire qu'est-ce qui se passe après la mort. Et je ne pense pas que, comme scientifique ou comme médecin, c'est notre mission, hein, de dire aux personnes qui se trompent quand ils ont des croyances. Ça, je pense que dans une démocratie, ça appartient à chacun, mais qu'il faut peut-être partager, séparer cette croyance-là, et il y en a en fonction, et la religion joue quand même un grand rôle, et puis qu'est-ce qu'on en sait scientifiquement? Qu'est-ce qui a été vraiment prouvé avec des méthodologies comme on peut les reproduire au laboratoire? Donc c'est fascinant parce que ça nous échappe un peu. Hein. On parle là de la subjectivité pure. Et la science est faite par des scientifiques et il y a eu des tabous. Quand moi j'ai commencé dans les années 90, c'était même tabou d'étudier la conscience. Maintenant, fort heureusement,
Il y a beaucoup plus de labos qui s'y intéressent, mais ça reste quand même, ce serait arrogant de dire qu'on a tout compris. C'est un des plus grands mystères, c'est comprendre notre propre univers intérieur. Néanmoins, naïvement optimiste, on continue, avec un ouvert esprit et une méthodologie carrée. Merci beaucoup. Merci.